En 60 ans d'histoire, il y a eu énormément d'adaptations du Joker et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on débatte du meilleur Joker, que ce soit le meilleur acteur, le meilleur personnage et même un petit peu le meilleur film au final, parce que c'est forcément lié. J'ai envie qu'on parle de tous les Jokers qu'on a vus en live action, je précise, et au cinéma. On va pas parler de ce qui a été diffusé en série télé ou autre, parce que c'est pas le même concept, c'est pas le même format et c'est quasiment impossible à comparer. On va parler de tous ces Jokers-là. Je sais que certains d'entre vous ont déjà leurs favoris et certains même que vous détestez et il faut évidemment en parler. Je vais critiquer tous les Jokers par ordre chronologique de sortie des films avec un classement évidemment à la fin et donc mon préféré à la fin aussi. Et je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile. Parfois, vous cherchez un film à regarder, vous tapez le nom du film et où regarder sur internet et vous trouvez le pays dans lequel il est disponible. Mais pas chez nous malheureusement, du coup vous changez de pays. Vous prenez le VPN aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Italie pour la VESTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix vous avez déjà Godzilla Minus One sans couleur, mais aussi l'excellente série Scavengers Reign. Sur Prime Video est déjà disponible l'un des meilleurs films de l'année, Challengers. Sur Disney+, vous avez plein de films différents comme Le Nouveau Planète des Singes, Le Nouveau Royaume qui est sorti cette année, Kinds of Kindness par exemple, mais aussi Vice Versa 2. Et oui, déjà. Sur Apple TV+, qui est inclus dans votre abonnement Canal pour ceux qui l'ont, et n'oubliez pas qu'il faut utiliser l'application Apple et non pas via Canal, vous avez Napoléon version longue qui rajoute presque 1 heure de film. Et pareil pour Max, qui est inclus dans votre abonnement Canal et que vous pouvez et même devez utiliser via l'application officielle Max. Vous avez plein de films, Civil War qui est sorti cette année, Horizon avec Kevin Costner, Furiosa déjà dispo en 4K, Le Garçon et le Héron, bref, c'est la fête. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité. Vous soutenez même d'ailleurs plus les créateurs pour ceux qui s'intéressent. Vous pouvez écouter les vidéos en mode podcast avec le téléphone dans votre poche, les télécharger, bref, c'est trop bien. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça change votre vie. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous protégez clairement vos données. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, vraiment tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Évidemment, le premier Joker, qui est peut-être l'un des plus oubliés, parce que c'est un peu particulier, c'est César Romero. César Romero, c'est lui qui a joué le Joker dans le film Batman de 1966. Et je vais en parler rapidement parce que mine de rien, il a joué le Joker au cinéma, même si au final, c'est un Joker de série. En gros, la série télévisée de Batman à l'époque, il jouait le Joker dans la série, et après la diffusion de la série, ils ont décidé de sortir un grand film, ou téléfilm si vous voulez, mais au cinéma. Donc techniquement, oui, c'est un film Batman qui est sorti au cinéma, mais c'est difficile à comparer parce que c'était vraiment vu comme une série, comme un téléfilm, comme une conclusion à une série, et le personnage a brillé dans la série plus que le film en théorie. Je vais être aussi impliqué pour parler de lui que lui a été impliqué pour le rôle. Vous le savez, hein, il y a cette chose assez rigolote, c'est qu'il s'est même pas rasé pour le rôle. Oui, ce n'est pas une blague, vous voyez sa moustache sur tous les plans. Encore, ça aurait été une moustache en mode Henry Cavill qu'il pouvait pas enlever, j'aurais compris, mais là, franchement, mec, t'abuses. Anecdote à part, c'est vrai qu'il était pas très impliqué de ce point de vue-là. Et je précise que moi, j'ai pas vu la série, du coup, je vais parler juste de ce que j'ai vu dans le film, et c'est vrai qu'en réalité, c'est un Joker que je trouve assez intéressant. C'est une autre époque, clairement les années 60, mais c'est un costume très excentrique, très coloré, très vif. Et ça représente aussi son acting, au fait, cette excentricité qui est très kitsch et qui en fait des caisses constamment. Il y a un surjeu absolument total, un rire presque plus exagéré qu'il ne devrait être. C'est l'abus à tous les niveaux. Tu vois qu'ils font ça entre guillemets pour les enfants à la télévision. Il y a vraiment cette vibe, voilà, émission de télé diffusée pour les gamins. Et c'est un Joker très technique avec beaucoup de gadgets et un plan qui est toujours de saboter la ville, des endroits surtout techniques de la ville comme des usines et autres. Il a plein d'armes et c'était ça son rêve. C'était vraiment saboter la ville. Il voulait trouver d'autres super méchants pour devenir genre une super ligue de super méchants. Certes, charmeur qui voyait d'ailleurs beaucoup de femmes, très coloré, rigolo, excentrique, kitsch. Bref, c'était le Joker de la vision qu'avaient les gens des BD dans les années 60. Un truc un peu pour gamin. Je suis personnellement pas très fan du personnage, justement, dans cette adaptation, parce que oui, c'est assez risible. Tu vois, il prend pas le personnage au sérieux. Tu vois que c'est juste un job qu'il a fait presque pour l'argent plus qu'autre chose. Je dis pas qu'il est mauvais ou quoi, mais les intentions du film étaient pas là à te dire, ok, il nous faut un Joker légendaire. C'était pas du tout ça. C'était juste un méchant comme les autres, presque. En tout cas, dans le film. Évidemment, vu que c'est un téléfilm sorti au cinéma, il n'y a pas de budget, forcément, donc ça rend le truc encore plus cheap. Mais encore une fois, c'est difficile à juger avec le contexte de la série
série télé, le personnage, l'époque. Je vais pas cracher dessus en disant que c'est le pire, c'est mauvais, c'est horrible, c'est juste pas comparable au fait, c'est ça qui est compliqué. Je le mettrais presque hors catégorie, mais il fallait en parler parce que forcément c'est sorti au cinéma, c'est un Joker de cinéma, et il y a plein de gens qui l'aiment en réalité pour le côté excentrique, et pour le côté qui donne cette impression de projet fauché où les gens essayent tant bien que mal. J'ai l'impression que c'est pas un rôle qui a été vraiment pris au sérieux, et c'est ok aussi. Chacun a évidemment des ambitions différentes pour chaque rôle, donc je comprends qu'il soit dans la fin de la liste pour tout le monde, et je serais très étonné si la majorité d'entre vous ont vu le film de 66, et cette interprétation du Joker que vous connaissez sûrement via extrait ou image. Mais en vrai, que vous voyez le film ou pas, je pense pas que ce sera une version du Joker qui va vous marquer. Contrairement à la version qui arrive presque 25 ans après, la version de Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton, à ce moment-là, les films de super-héros commençaient à devenir un petit peu sérieux, quoi. Déjà, bon, t'as cette esthétique très gothique, sombre de l'univers de Gotham de Tim Burton. C'est un film dramatique, et le choix de Jack Nicholson pour jouer le Joker est juste du génie. Soyons d'accord, le mec sort de plein de rôles iconiques, que ce soit, je sais pas, The Shining, où il joue clairement un mec complètement fou, et je pense que c'est aussi ça qui a motivé Tim Burton à lui donner le rôle. À l'époque, je pense que ça va être une dinguerie. Tu dis que le mec qui jouait le fou dans Shining joue le Joker, c'est comme aujourd'hui se dire que Willem Dafoe va un peu jouer le Joker. C'est un choix de casting que moi je trouve génial, que j'adore, c'est l'un des rôles les plus iconiques de l'acteur, et pourtant voilà la carrière. Et en vrai, j'adore déjà juste le design carrément iconique du personnage, avec sa tenue souvent rose, le fait qu'il porte plusieurs chapeaux durant le film, genre c'est clairement l'un des trucs qu'il porte le plus souvent, et c'est le seul Joker qui porte vraiment un chapeau régulièrement. Il y a un côté artistique design au personnage. D'ailleurs, il dit dans le film, il se considère comme un artiste, et il fait plein de choses artistiques, on en parle dans quelques secondes, et sa tenue fait partie un peu de son personnage, son look, et il fait attention à son look, ce que je trouve intéressant. Son maquillage est aussi évidemment très culte, avec évidemment les cheveux verts, le visage très blanc, et même les traits très fins justement de son rouge à lèvres, qui délimite sa bouche après l'accident dans l'acide, parce que oui, dans cette version-là, le Joker est tombé dans l'acide, et il essaie de se faire réparer, disons, son visage, par un chirurgien qui fait n'importe quoi. Et du coup, il devient un homme avec ce sourire éternel, qui est bien mis en valeur avec le maquillage. Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'au fait, dans le début du film, c'est une sorte de gangster, une sorte de version méchante presque de son personnage dans Chinatown, avec des vêtements très sombres, très sérieux, gangster, roi du crime presque, pour passer à un homme très en couleur, qui a complètement perdu la tête après avoir été défiguré, d'après lui, c'est lui qui le dit, il se sent complètement défiguré, il se sent massacré même. Et surtout, il y a un truc intéressant, c'est que si je dis pas de bêtises, il ne sent plus la douleur. Apparemment, ses nerfs ont complètement pété, et c'est un homme qui a complètement vrillé, quoi. Mais il a vrillé à cause de son accident. C'est ça qui l'a fait perdre le contrôle et la tête. Je trouve qu'il a une véritable prestance, sa première apparition est géniale lorsqu'il révèle son vrai visage, maintenant, son nouveau vrai visage. Il est clairement impliqué avec son rire, son énorme sourire. Bon, c'est Jack Nicholson, hein, c'est pas pour rien le sourire. Ses sourcils aussi évidemment beaucoup mis en avant, aussi par son acting. Et en vrai, l'histoire de ce personnage-là, c'est de s'assumer, assumer son nouveau visage, sa nouvelle personne. Il y a même une scène où il se maquille et se démaquille devant des criminels, et tu vois qu'il veut se venger de la vie qu'il a presque trahi. T'as cette impression-là. Alors que bon, c'était un criminel à la base, hein. Mais il a cette envie de vengeance qu'on voit souvent dans le film. Au moins, cette fois-ci, il s'assume comme roi des gangsters. Il utilise lui aussi pas mal de gadgets, pas mal de bidules pour l'aider. Lui aussi veut saboter plein de choses différentes. Son plan, c'est de gazer toute la ville de Gotham, ou pour qu'ils deviennent tous comme lui, ou qu'ils meurent tout simplement avec le gaz hilarant. Et en réalité, on le voit souvent. Pour le coup, c'est presque son film avant d'être le film de Batman, parce qu'il est tout le temps à l'écran. Je pense que c'est le film Batman où on voit le Joker le plus souvent de tous les films Batman. Il vole complètement la vedette, et à chaque fois qu'on le voit, et ça va énerver les gens qui disent que le Joker n'est pas censé chanter, à chaque fois qu'on le voit, bah le Joker il fait que chanter. Première apparition, il fait le clown, il fait le pitre en mode musique de cirque. Une autre apparition, c'est au musée sur la musique de Prince, BO de Prince d'ailleurs, où il détruit complètement un musée. Je crois que c'est un musée si je dis pas de bêtises, mais bon voilà, il détruit de l'art en disant lui-même que c'est un artiste et il crée une nouvelle forme d'art. Il y a la parade évidemment en ville très musicale, et même la fin, c'est une danse, c'est un duo. Je crois que le nom de la scène c'est In the Moonlight. Enfin bref, il chante et danse constamment et ça lui va bien. Et en plus de ça, évidemment, son apport à Batman est très personnel par rapport à ses parents et tout. Bref, ça c'est classique, je vais pas le répéter ici. Mais j'adore personnellement le Joker de Jack Nicholson, c'est le Joker le plus féerique, j'ai envie de vous dire, qu'on a eu, en même temps qu'il mélangeait bien le côté musical, clownesque du personnage en couleur aussi excentrique mais hyper bien joué avec une vraie physicalité, un bon acting, et en même temps le côté criminel, dramatique de la chose qui marche super bien quoi. Et en vrai, c'est peut-être l'adaptation du Joker la plus proche de certains comics, pas tous parce que bon, les comics Joker, on sait à quel point ils sont différents, surtout après presque 100 ans d'histoire. J'exagère avec le 100 ans, mais vous m'avez compris. J'adore ce Joker, franchement, que je trouve qu'il est super et qu'il propose un truc qu'on n'a pas revu depuis, au fait. Et en vrai, il voulait faire revenir le Joker, hein. Je crois qu'il y a même une version jeune du Joker dans Batman Forever, si je dis pas de bêtises. Il voulait faire revenir le Joker dans un 5e film Batman, mais ça s'est pas fait à cause de l'échec de Batman et Robin. Mais c'est là qu'on arrive du coup en 2008 au Joker que tout le monde adore et peut-être le préféré de tout le monde, c'est le Joker de Heath Ledger, forcément. Ce qui est bien avec cette approche du Joker, c'est que pour le coup, il y a l'approche gangster, roi du crime, qui est vraiment bien mise en avant, c'est-à-dire qu'il est hyper intelligent. Il a vraiment une longueur d'avance sur les autres personnes qui sont là. Les gangsters, il joue à la fois avec les codes du gangster, mais saupoudré de sa folie et de son envie de chaos. Donc il est à la fois brillant, hyper bien organisé,
intelligent, comprend le monde des gangsters et veut dominer cette ville en tant que roi du crime. Il y a vraiment cette volonté très réaliste, entre guillemets, d'être le plus grand criminel à Gotham. Mais chaque plan qu'il a est parfait. Il a tout prévu pour que tout fonctionne parfaitement. Il détruit les égos des criminels, tout ça pour son agenda qui est presque politique. C'est un agent du chaos, de l'anarchie. Il veut voir le monde brûler. C'est ça sa motivation, par pur plaisir personnel. Il s'en fout de l'argent, la popularité, tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est un monde sans foi ni loi, presque. Il veut prouver que l'homme a juste besoin d'être un petit peu poussé pour tomber dans la folie. Donc en fait, il profite de cette société qui est aussi en ébullition, qui est toujours à ça du craquage pour la faire craquer. Il veut voir l'être humain être déshumanisé, en fait. Il a envie que l'être humain fasse des actes qui sont irrécupérables, horribles, pour les condamner à cette folie et cette rédemption impossible. Oui, c'est un psychopathe. Oui, c'est un tueur en série, même tueur de masse, j'ai envie de vous dire, parce qu'il veut tuer des grandes masses de personnes à chaque fois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il se considère même pas comme fou. Il se considère juste précurseur d'un nouveau mouvement, presque. Il y a un truc hyper mystérieux par rapport au fait qu'il ment toujours sur ses origines. On sait pas vraiment d'où il vient, qui il est, il s'invente une vie à chaque fois. C'est ça qui est fascinant avec ce personnage-là, c'est juste un agent du chaos, presque, t'as l'impression, un envoyé pour détruire une ville sans motivation personnelle, pour voir régner la destruction. Son design est parfait entre ses vraies cicatrices qu'il a en vrai relief cette fois-ci, le maquillage qu'il a par-dessus, ses nombreuses tenues, c'est absolument parfait. Son rire qui est iconique, il en fait pas des caisses non plus, ça reste dans un registre plutôt réaliste. La prestation d'Heath Ledger ici, elle est légendaire. Chaque scène avec lui est devenue iconique, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des scènes dans The Dark Knight avec lui, mais elles sont toutes parfaites au fait. Et je me rappelle, et je pense qu'on se rappelle tous de toutes les scènes avec lui, parce que chaque scène dans laquelle il vole le show, il vole le film, clairement, c'est son film alors qu'il n'est pas beaucoup présent en fait. On les connaît tous par cœur, ces scènes, que ce soit Why So Serious, que ce soit le Hit Me, Let's Put a Smile on That Face, tout est absolument parfait en fait. On connaît tout de lui, chaque moment est devenu un peu légendaire. Il n'y a pas une scène que moi personnellement je ne peux pas vous citer, dont je me rappelle pas parfaitement, et je peux même vous dire les scènes dans l'ordre d'apparition dans le film presque, tellement c'est bien ficelé, et Nolan laisse Heath Ledger jouer. Sa caméra le souligne très bien, que ce soit à la fin où il explique la dichotomie entre lui et Batman, qui est super intéressante. L'agent de la justice et de l'ordre versus l'agent du chaos, un objet immobile contre une force inarrêtable. C'est ça le film, et c'est ça qui a toujours été intéressant dans l'univers Batman, c'est la confrontation des deux idéologies. Que ce soit à ce moment-là ou durant l'interrogatoire, bref, chaque séquence, encore une fois, est géniale. Et t'as même l'impression qu'il y a beaucoup d'impro. Évidemment, la scène que tout le monde cite, c'est la scène du commissariat où il applaudit, mais il y a un côté très naturel, et justement, la scène de l'interrogatoire, c'est peut-être la plus grande scène de l'histoire des films de super-héros. Et même sa défaite semble comme une victoire, parce qu'il a réussi à pousser à bout quelqu'un qui était solide sur ses appuis. Harvey Dent, évidemment. Et c'est ça qu'il voulait voir, cette société décadente qui peut tomber à l'anarchie en un instant. Et c'est ce qu'on a vu dans le prochain film. C'est cette perversion de la société qui tombe dans l'anarchie. Et évidemment, ça aurait été plus qu'intéressant de voir une version de la trilogie et du troisième film avec un Joker en vie qui revient. Mais malheureusement, le décès d'Heath Ledger ne l'a pas permis. Et ça reste un des décès les plus tristes de l'histoire du cinéma. Le mec avait 28 ans, il a gagné l'Oscar à titre posthume. Et on reverra jamais une interprétation du Joker comme ça. Et personne ne devrait essayer de l'imiter, ne devrait essayer de refaire ce qu'il a fait là, parce que c'est clairement unique. Ça a marqué l'histoire, sans aucun doute. Et il avait de la chance d'être dans le meilleur film de super-héros de tous les temps. Donc on pourrait imaginer la carrière de malade que cet homme aurait eu, on pourrait imaginer les films Joker avec lui par la suite, mais ça reste en effet l'un des décès les plus tragiques que vous allez voir, et en théorie, après un jeu d'acteur comme ça, le mec aurait dû être au sommet du monde. Et c'est d'ailleurs triste qu'il n'ait jamais vu le public se rendre compte à quel point son interprétation était géniale. Rappelez-vous, lors du tournage, et même avant, lorsque ça a été annoncé, les gens détestaient ce choix, beaucoup d'entre eux en tout cas. Et il a jamais pu voir le public changer d'avis sur lui et le considérer maintenant comme l'une des plus grandes légendes de l'histoire du cinéma, en tout cas grâce à ce film. Et c'est marrant parce que là on va passer du meilleur au pire, presque, j'ai envie de vous dire, avec Jared Leto. Et là pareil, c'est un peu particulier parce que Jared Leto à la base, il devait apparaître dans Batman et Superman. Il apparaît brièvement dans Harley Quinn, si je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est des images d'archives, des anciens films. Il apparaît rapidement aussi dans Snyder Cut, là c'est une scène en plus, mais bon, il fait quasiment rien. Mais surtout, il apparaît dans Suicide Squad, qui a eu beaucoup de scènes coupées, qui apparemment n'est pas la version que David Ayer voulait, donc à chaque fois il demande c'est la higher cut, pour qu'on voit la vraie version de son film, qu'on verra jamais. Donc on va juger un peu la performance de Jared Leto et son personnage sur une version bâtarde. Mais on peut le faire quand même, car même si c'est pas son film, même s'il a pas du tout un rôle principal ou secondaire d'ailleurs, toutes les séquences avec lui sont affreusement gênantes, hein. Il y a un côté très emo, gangster, d'Instagram quoi. Bling bling, tatouage, damaged, ça c'est vraiment ridicule, hein. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est un style que moi j'aime pas du tout, c'est un peu le Joker de la Floride, le Joker américain débile, j'allais dire version TikTok, mais non, TikTok n'existait pas à l'époque, version vraiment Instagram au fait, c'est le Joker des réseaux sociaux, c'est comme ça que des adolescents imaginaient le Joker gangster bling bling et ça va pas du tout quoi. Son rire de cancer de poumon, ces moments hyper gênants en fait à chaque fois, lui qui
qui s'entoure de couteaux, c'est juste risible. Son ego surdimensionné, je trouve qu'il colle pas du tout au personnage. Genre le Joker, il peut avoir un ego, d'accord, mais c'est pas le but du personnage. Et même si on s'enlève ça de la tête, le fait d'avoir une version comme ça, bague en or du Joker, bah, je trouve que ça montre une version pas du tout intéressante, assez vide, creuse. C'est un Joker loser, un petit peu, comme si un ado voulait être le Joker, quoi. Un ado qui voulait être le Joker et en même temps influenceur Instagram. Il y a plein de séquences où il dit dans le film ce qu'il veut être et représenter à haute voix, ce qui est catastrophique, ça marche pas du tout et c'est stupide pour un film. Il a presque pas de maquillage et il est habillé comme ces mecs qui te vendent des formations à Dubaï, quoi. Il fait pas peur du tout, chaque séquence où il intervient, il est pas inquiétant, stressant, contrairement aux deux autres que j'ai cités avant. L'histoire d'amour est complètement ratée, tu sais pas comment ce mec pourrait être amoureux, que ce soit juste pour tricher, pour son avantage personnel ou juste par pure empathie, c'est juste pas possible. Et j'ai revu toutes ces scènes dans le film pour cette vidéo et je vous jure, c'est extrêmement gênant. Il n'y a pas une séquence qui donne pas la chair de poule de gêne, quoi. D'accord, il n'y a pas Batman en théorie, parce qu'il apparaît un petit peu. Oui, d'accord, c'est pas son film, très bien, mais je n'aurais jamais voulu voir un film sur ça, quoi. Il fait l'inverse de voler le show et des scènes, il les ruine complètement. Et à la base, un film était prévu sur lui, mais qui a été annulé pour sortir la version de Joker de 2019. Et Dieu merci, bordel, parce que c'est vraiment une interprétation du Joker que moi je trouve détestable. C'est un parti pris que je n'aime pas du tout. Vous pouvez l'aimer, ce parti pris, mais moi je trouve qu'il est complètement raté et ridicule, que ce soit en acting, en idée, en design, en tout en fait. Je trouve qu'il marche pas du tout. Et c'est là qu'on arrive au Joker de Joaquin Phoenix, et là c'est assez particulier parce qu'à la base ce film-là devait pas être un film sur le Joker, mais il l'a transformé en film pour le Joker pour financer le film, et en réalité c'est une bonne idée. Je trouve que l'approche Joker pathétique pour signifier et symboliser ses origines est une bonne idée. Je trouve que ça marche vraiment bien. C'est un symbole de la société qui est devenue méchante, qui écrase les plus démunis, les plus pauvres, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des handicaps, ces gens qui sont perdus, isolés, que le monde a oubliés, et pour s'en sortir, ces gens-là, d'une certaine manière, doivent devenir violents, doivent se rebeller et eux-mêmes devenir les agresseurs. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage qui nous fait clairement pitié pour le coup, c'est ça qui est bien. Pour une fois, on ressent de la pitié pour le personnage, qui a perdu son travail, qui a été agressé physiquement et sexuellement, qui vit régulièrement de l'harcèlement, il a un corps très maigre, tu vois que mentalement il va pas bien du tout, il fait de la peine. Même le fait que son rire soit une maladie, je trouve que c'est quelque chose d'assez intelligent. Le film nous fait aimer le monstre, et lorsque le monstre est créé, et lorsqu'il commence à punir les gens qui ont fait du mal, t'es presque de son côté. C'est ça qui est intelligent et intéressant, t'as envie qu'il fasse du mal pour se venger presque. Ça critique évidemment les médias, ceux qui en profitent pour se moquer des gens, les idoles qu'il ne faut pas suivre. Alors tout ce qui est lié à Batman et tout, moi je suis moins fan pour le coup, je trouve que ça fait un peu tâche dans le film, mais j'aime bien l'idée de révolution de cette société en ébullition aussi, qui cette fois-ci va à la révolution et que le Joker devienne un symbole de cette révolution. Je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. En faire presque un martyr, c'est une bonne idée. Et en vrai, le parti pris de cette plongée scorsésienne dans l'univers du Joker est un bon parti pris qui marche bien. Chaque séquence avec lui est géniale, vu que le film lui est dédié, ça marche super bien. C'est pas un méchant du mal ici au fait, c'est pas un roi du crime ou je sais pas quoi, c'est juste un homme qui a souffert et c'est pour ça que tu vois que le film à la base c'était pas du tout le Joker, parce que c'était pas ça l'intention, c'est juste de prendre un personnage culte de BD et d'en faire une figure tragique à laquelle tu peux t'attacher, qui fait pitié, qui est bien interprété par Joaquin Phoenix, qui a aussi gagné l'Oscar pour le coup. C'est juste l'histoire d'un mec qui a pété un câble, et le fait que ce soit un truc de super-héros, c'est pour le marketing avant tout, et je trouve que c'est pas mal. On se concentre 100% sur lui, on ressent plein d'émotions contradictoires à son sujet, en vrai c'est top. Même son design est rapidement devenu iconique. Certes, parfois pour les mauvaises raisons, mais en réalité, il a réussi à marquer aussi un peu l'histoire du cinéma et surtout du personnage. Donc je trouve que c'est une étude de personnage intéressante, vraiment bien foutue, agréable, dans un bon film. Après, Joker Folie à deux ne rajoute en réalité rien au personnage, disons les choses. C'est la même histoire que le premier, mais en mode comédie musicale, et c'est pas ça le gros souci. J'en ai parlé dans ma vidéo pour ceux qui s'intéressent. Je suis juste déçu que ça n'ait rien apporté de plus, de fondamentalement intelligent ou intéressant par rapport au mythe et au premier film en fait. Après, il y a aussi une version de Joker qu'on n'a pas encore réellement connue, c'est la version de Barry Keoghan dans The Batman. Bon voilà, ça on verra peut-être dans le deuxième film, dans le troisième on verra quand est-ce qu'il deviendra l'antagoniste du film, peut-être le troisième j'imagine, pour conclure la trilogie ça sera sûrement avec lui. Bon déjà le design moi m'intéresse, tu vois, ça peut être intéressant, on dirait vraiment qu'il est tombé dans l'acide cette fois-ci. On verra bien, moi je trouve qu'il y a un truc à jouer qui peut être réussi. Il y a aussi plein d'interprétations du Joker que vous aimez bien, beaucoup d'entre vous, je sais que vous aimez Cameron Monaghan dans Gotham, moi j'ai pas vu Gotham entièrement, mais bon c'est pas réellement le Joker non plus, c'est juste une histoire qui parle du mythe du Joker, si j'ai bien compris. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est à quel point le mythe du Joker peut être contagieux. Ça peut être pas mal. Mais voilà, c'est pas du cinéma, en théorie, du coup je le compte pas vraiment dedans. Et il faut évidemment citer Mark Hamill, qui joue la voix du Joker depuis 30 ans déjà, dans les séries d'animation, dans les films d'animation, dans les jeux vidéo, c'est la voix du Joker. Pour moi, le Joker, c'est aussi Mark Hamill. Genre, j'ai plus entendu Mark Hamill, sa voix, sa performance, que tous les autres acteurs que j'ai cités ici. C'est sûrement la personne qui a le plus joué le Joker de l'histoire du divertissement. Donc pour mon classement, c'est assez évident, mais je mets Romero en dernier, parce que bon, il a qu'un film et c'est une série et tout, vous avez compris. Ensuite, je mets Jared Leto, qui est nul, disons les choses, d'après moi. Jack Nicholson, que moi j'aime beaucoup.
Joaquin Phoenix qui est très bon aussi, mais indétrônable pour moi, restera à tout jamais Heath Ledger. Et je disais ça déjà avant la sortie de Joker Folie à 2, qui je pense a convaincu plein de personnes pour dire qu'en fait Heath Ledger est beaucoup mieux que Joaquin Phoenix. Mais moi je le pensais déjà avant et je maintiens. Je pense qu'on fera jamais mieux que Heath Ledger. Il y en a qui vont se rapprocher, mais sa performance est tellement unique et légendaire que le dépasser sera quasiment impossible. On verra bien. Voilà, mettez-moi votre Joker préféré dans les commentaires et j'ai envie d'avoir votre classement. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer tout le contenu que vous voulez sur la plateforme de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.